On entend quelquefois parler de la schizophrénie dans l'actualité. Ce soir, un témoignage vraiment très intime qui est écrit par René Charon. C'est publié aux éditions Québec-Amérique. Ça s'intitule « Un jour, j'ai porté le monde, ma traversée de la schizophrénie ». Et elle raconte presque sans filtre sa descente aux enfers et comment un délire peut s'installer, comment il peut le faire à long terme et comment on peut en ressortir et en rentrer jusqu'à ce qu'elle réussisse à le combattre et à le contrôler maintenant depuis plusieurs années. René Charon est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, pourquoi écrire un livre comme ça, là? Je l'ai écrit d'abord parce que je voulais aider les personnes qui ont traversé la même chose que j'ai vécue. Et puis, je dirais qu'une des difficultés que j'ai eues à vivre avec le diagnostic, ça a été le fait qu'il existe une grande stigmatisation pour les personnes schizophrènes. Vous l'avez senti vous-même quand vous avez dit à des gens que vous étiez schizophrène? Est-ce qu'il y en a qui vous ont déjà montré du doigt ou des choses du genre? Je dirais que le simple mot schizophrénie fait qu'on s'attend à avoir de la difficulté à s'en sortir. Et puis ça, déjà, en partant, c'est un obstacle. En tout cas, ça l'a été un petit peu pour moi. Ah oui? Juste le mot faisait peur. Quand on dit que tu es schizophrène, oui. Aïe, aïe, c'est ce que vous voulez me dire. Exactement, c'est ça. Et puis, je me disais qu'avec un livre, en même temps que je partagerais mon témoignage, je pourrais amener une meilleure connaissance de la maladie. Ah ouais. Et c'est vrai, parce que j'en ai appris, puis j'ai fait quand même quelques entrevues sur la schizophrénie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites entrer vraiment d'entrée de jeu, même dans le délire. C'est-à-dire comment ça s'installe, comment un jour vous êtes persuadé que vous êtes espionné. Vous commencez par un délire qui a été peut-être le plus colossal, je dirais, quand vous avez 33 ans, mais la première fois, c'est à 29 ans. Vous avez déjà à 29 ans, c'est ça. Mais celui que vous nous racontez en détail, en premier lieu, et vous nous le racontez au fur et à mesure, à peu près à chaque jour, ça dure 18 mois, et on vous sent glisser, et on vit avec vous cette espèce de paranoïa qui s'installe. Racontez-nous comment ça commence, là. Ça a commencé... Celui-là, ça a commencé, premièrement, je me suis sentie espionnée à travers mon ordinateur. J'avais l'impression de voir des coïncidences dans mon ordinateur, dans ce que je lisais. J'avais l'impression que les gens parlaient de moi. Ça a commencé comme ça, tranquillement. Et puis, avec le temps, je me suis mise à imaginer que là, les gens ne me persécutaient pas qu'à travers l'ordinateur, mais qu'il y en avait des caméras partout et que j'étais pas la seule, finalement, à être filmée. C'est ce que je me suis mise à imaginer. Vous étiez persuadé qu'il y avait une espèce de gouvernement mondial qui espionnait tout le monde. Oui, c'est ça. Et que vous étiez une dépositeur de ce secret-là, qu'il n'y a pas grand monde sur la Terre qui était au courant de ça. C'est ce que je pensais, oui. Et ça vous faisait mal, vraiment mal. Qu'est-ce qui vous faisait le plus mal dans cette réalité-là, de savoir que vous pouviez être espionné? Ce qui me faisait le plus mal, je dirais que c'était la sensation de ne plus avoir de vie privée. L'impression que tout... Puis je dois dire que la nature du délire est assez spéciale parce que j'avais l'impression, en fait, même que les gens pouvaient lire mes pensées. Même avant que ça devienne un délire mystique, j'avais cette impression-là. Donc, c'est une nature du délire, dans mon cas, en tout cas, qui était assez impressionnante. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que, avant que ça prenne toute la place, c'est qu'il y a cette descente, et vous réussissez, vous avez un enfant, vous avez un chum, vous réussissez à mener une vie, mais vous êtes épuisé tout le temps parce que c'est tiraillant de se savoir espionner partout. Vous êtes toujours en train de vous cacher, de vous demander... et là, vous commencez même à décoder des réalités. Vous parlez toujours de langage codé. Là. Ça marche comment? C'est que les gens parlent et vous avez l'impression de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas? Ou... Oui, j'avais un dictionnaire des symboles. Un dictionnaire des symboles, c'est ça. Puis j'allais voir dedans, par exemple, le mot table, ce qui signifiait, le mot nuage, ce que signifiait. Et puis avec ça, je décodais les conversations que j'entendais. Mais des fois, je me créais mon propre abécédaire, si je veux, des symboles. Oui. Donc, vous êtes inventé un code, dans le fond. Vous étiez persuadé de décoder en fonction d'un code. Et là, ça glisse, ça glisse. Vous dites, je ne peux pas parler de ça. Si je parle à mon conjoint, il va être au courant
Et lui aussi risque d'être encore plus, parce que vous vous sentiez dans les mailles de ce gouvernement-là qui vous menaçait de votre sécurité, si vous parliez, etc. Vous étiez très prisonnier de ça. Et vous disiez, si j'en parle à quelqu'un d'autre, puis il vient au courant autant que moi, il va aussi menacer. Exactement. Donc, vous étiez prisonnière de votre secret. Là. Oui, donc je voulais le garder pour moi, pour protéger les gens autour de moi, oui. Mais un jour, vous parlez, vous donnez des indications, en tout cas, à votre conjoint. Là. Oui, j'en ai parlé un petit peu. Je n'y ai pas tout dit ce que je croyais. J'avais une idée grandiose de ce qui se passait. Mais je lui ai dit, je pense que je suis espionnée à travers mon ordinateur. Et puis, à ce moment-là, lui a pensé que peut-être c'était possible. C'est sûr que si je lui avais parlé de toutes les caméras et de tout, il ne m'aurait jamais cru. Mais ce que je lui disais était peut-être vraisemblable. Ça avait du sens, ça avait un comme petit ça. peu de sens. Donc, pendant un petit bout de temps, il vous croit, là? Pas beaucoup, mais il y avait un doute. OK. Il y avait un doute, oui. Et là, justement, là, vous en parlez. En parlant, là, vous redoutez pour lui. Et la texture du délire change. À un moment donné, arrive une espèce d'opération dans le délire. C'est que vous comprenez que c'est pas le gouvernement qui vous en veut. C'est un rapport avec l'univers, avec les entités puis les anges. Racontez-moi ce qui fait que tout se transforme à un moment donné. Là. C'est qu'à un moment donné, j'étais allongée dans mon lit puis j'écoutais la radio. Et à ce moment-là, il y a eu un message à la radio qui passait et qui expliquait, qui racontait un message. Et moi, j'ai pris ce message-là comme étant personnel. Et là, je me suis dit, mon Dieu, si ce message-là vient des anges à travers la radio, alors à ce moment-là, c'est pas un gouvernement qui m'espionne, mais c'est probablement des anges qui sont tout simplement au courant de ce qui se passe en moi et qui communiquent avec moi à travers différents médias. C'est ce que je pensais. Donc, c'est comme une révélation. En écoutant la radio, vous avez une révélation. D'ailleurs, vous parlez de Jésus-Christ à un moment donné, là, dans l'espèce de lien avec l'au-delà. Et cette révélation-là, c'est que c'est plus un gouvernement qui espionne, c'est finalement le bon Dieu là, ou quelque chose de supérieur qui veut entrer en contact avec vous. Donc, vous devenez quelqu'un de privilégié. Là, c'est un peu moins paniquant à ce moment-là. Au début, c'était même plaisant. J'avais l'impression de vivre une sorte d'éveil spirituel. Je me sentais connectée avec l'univers. Et puis, au début, c'était plaisant. Mais rapidement, c'est devenu encore, je dirais, plus douloureux que la pensée d'être espionnée par le gouvernement. Qu'est-ce qui était douloureux, là? Qu'est-ce qui était difficile? Le plus grand choc que j'ai vécu, c'est quand j'ai pensé que les gens de toute la planète pouvaient lire mes pensées. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été très difficile parce que aussi, je me suis mise à penser que mes pensées avaient un pouvoir. Alors, c'était de contrôler mes pensées qui était extrêmement difficile. Donc, le fait d'être à nu devant tout le monde a été d'abord le premier choc. Ensuite, le deuxième choc, ça a été de devoir contrôler ces pensées-là pour ne pas faire de mal à personne. Et ça, c'était un travail de chaque instant. C'est comme si ça bouillonne à l'intérieur, puis aussitôt qu'arrive, ça pop un peu, vous dites « Hey, j'ai pas le droit de faire ça ». Vous vous sentez coupable tout le temps, vous avez peur que les gens sachent, vous avez peur de déraper, de faire du mal aux autres. Donc, c'est fatigant, là, c'est exténuant, ça. C'était très... J'étais de plus en plus... Plus le temps passait, plus je passais de temps allongée sur le divan, puis j'avais plus de force. C'était comme ça, oui. Et vous aviez un conjoint au début de ça, et dans les messages, vous comprenez que vous devez le quitter. C'est aussi une décision difficile, quand même. Vous lui annoncez, c'est déchirant, ça. Oui, ça a été difficile. Mais j'étais tellement immergée dans le délire que pour moi, je n'avais plus de lien avec lui à part celui spirituel. Donc, je me voyais le revoir un jour dans un autre monde. Parce que vous cachez tout ça, vous ne dites rien à votre conjoint. Est-ce qu'il y a quand même un doute? Est-ce qu'il dit quelque chose qui cloche ou il se dit tout simplement c'est fini parce qu'il n'aime plus? Ou... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Mais c'était difficile parce que vous étiez complètement fermé. Là. Vous aviez juste dit, peut-être qu'on m'espionne avec les ordinateurs, ça n'a pas été plus loin que ça, là. Exactement. Donc, il ne savait pas exactement ce que je vivais, j'en parlais pas. Et vous rencontrez très rapidement quelqu'un d'autre
qui rentre dans votre vie. Et moi, je me disais, ce Michel, vous l'appelez Michel dans votre livre, qui suit peut-être quelques semaines après coup, là, Oui. qui rentre dans votre vie. Et lui non plus ne décèle pas toute cette panique intérieure, toute cette déstabilisation. Il ne m'avait jamais connue dans mon état normal. Alors pour lui, j'étais simplement une humaine qui avait un petit quelque chose. C'était comme ça qu'il voyait les choses, je pense. Et puis, donc non, et au début, je pense pas qu'il l'a saisi. Et vous écrivez, vous dites, ce qui était le plus difficile, c'était, je décodais. Vous donnez des exemples, là, comment vous deviez décoder les choses. Donnez-moi des exemples, justement, que vous donnez dans le livre, là, comment l'univers vous parlait, là. Ben, par exemple, un jour, alors que je marchais, j'ai trouvé un crayon par terre. Et puis, j'ai pensé, ah bon, c'est un signe que je dois écrire. Alors, c'était à travers des choses comme ça. Des fois, c'était une impression que je ressentais à l'intérieur de moi, qui c'est comme imprimé à l'intérieur de moi, et un peu comme ma propre voix, mais tout bas. Et puis, je l'entendais, sans tout à fait l'entendre. C'était plus comme une impression. Et là, à ce moment-là, je me disais, OK, je l'interprétais en mots. Et puis ensuite, je le décodais à ma façon. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'est rendu compte, à un moment donné, que c'était du délire? Je pense que c'est mon père, le premier, qui s'en est rendu compte. Parce que je lui disais, à un moment donné, il m'a amené au restaurant. Et dans ce restaurant-là, je lui disais, je me souviens, puis je pense que je lui ai dit que les gens pouvaient lire mes pensées. Et puis, il m'a dit, mais non, c'est pas possible. Mais à ce moment-là, il a compris qu'il y avait un problème alors que j'étais là, oui. Et il s'est informé et il vous a fait rencontrer un psychiatre. Oui. Et le diagnostic est venu, c'était pas schizophrène tout de suite, hein? Non, c'était épisode psychotique bref. Ça a été le premier diagnostic que j'ai eu. Et à ce moment-là, le psychiatre que j'ai rencontré m'a suivi très peu de temps et m'a accompagnée dans une démarche pour cesser les médicaments. Et donc, vous avez pris les médicaments, vous êtes revenu. Oui. Vous n'aviez plus d'idées comme ça, mais vous dites, j'étais quand même... Je savais que ce que j'avais vécu, c'était du ressort de la maladie, mais en même temps, j'avais l'impression d'avoir vécu réellement des événements. C'était déséquilibrant, là, cet égard-là. Là. Oui, en fait, lorsque j'ai cessé les médicaments la première fois, je ne suis pas tout à fait revenue. J'ai passé, je dirais, 1 an et demi en délire. Vous étiez comme en deux. C'était un délire moins profond. Moins profond, voilà. C'est ça. Et puis, c'est lorsque je suis sortie complètement du délire au bout d'1 an et demi que là, vraiment, je me suis demandé, mais comment j'ai pu imaginer tout ça? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait mal de dire, hey, j'ai perdu... Parce que vous aviez un fils là-dedans. Et votre fils, des fois, vous regarde, il se demande ce qui se passe. C'est parce que il savent pas, personne n'est capable de nommer ce que vous avez, mais il voit à un moment donné que ça marche pas, là, que maman est dans le champ. Là, à un moment donné, il y a des corneilles, vous rentrez, puis quoi, vous criez fort, parce qu'il y a des messages dans les corneilles. Enfin, on va vous expliquer tout ça dans le livre. Là. Mais il y a des comportements qui sont bizarres pour les autres. Pour votre fils, c'est compliqué, là. Oui, je pense que mon fils se posait des questions. Ça n'a pas été facile pour lui. Heureusement, pendant les moments où j'étais en délire assez profond, il y a toujours eu des occasions où il était soit dans un camp d'été, soit chez son père, soit chez mes parents. Mais il m'a connue pendant, je dirais, 1 an où j'étais dans une sorte de délire agréable, si je peux dire. Puis ça, parce que vous étiez dans les anges, et puis l'interprétation des anges, vous étiez comme un espèce d'envoyé de Dieu à la terre, là, dans le fond. Mais j'étais très privilégié. Fonctionnelle. J'étais très fonctionnelle malgré tout. Donc, je ne sais pas s'il s'est vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quelque chose. Si vous voulez, on va faire une pause. On va parler du fait que, justement, c'est réapparu moins fortement, mais après ça, il y a comme une dépression qui s'est emparée de vous avant que vous réussissiez à vous en sortir. Et ça n'a pas été facile non plus. On en parle dans 3 minutes après la pause. Avec moi, René Charron, qui a écrit « Un jour, j'ai porté le monde, ma traversée de la schizophrénie ». C'est publié chez Québec Amérique. Donc, avant la pause, vous avez parlé de ces délires qui s'installent à partir de l'âge de 29 ans, qui changent de texture, qui deviennent plus ou moins intenses.
Et un jour, vous réussissez à vous en sortir parce que vous voyez quand même occasionnellement un psychiatre qui vous redonne les médicaments, vous les cessez, il vous en redonne. Et là, ça change complètement de nature. Vous faites une dépression, là, vous êtes plus capable de vous lever là, un jour. Là, vous êtes comme dépouillé d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le fait d'avoir passé 1 mois et demi en psychose faisait que le fait de revenir dans la réalité terre à terre, c'était très étrange pour moi. J'avais l'impression d'avoir perdu mes repères. Et... C'était plus qu'un mois et demi, là. Un an et demi, ouais, excusez, okay, oui, ouais. c'est ça. Donc, j'avais perdu mes repères et j'avais l'impression que j'avais perdu aussi un sens à ma vie. Vous dites qu'il y avait une espèce de poésie, parce qu'il y avait le côté tiraillant quand c'était le gouvernement qui vous en voulait, puis à la fin, tiraillant dans le sens où vous aviez l'impression d'avoir le sort de l'univers sur vos épaules, mais entre les deux, il y a une période agréable, vous étiez une espèce de plénipotentiaire des forces des anges puis du bon Dieu. Là. C'était le fun, vous aviez l'impression d'être en contact avec le positif. C'est un peu comme ça que je l'ai pris, moi. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors donc, c'est comme un lendemain de brosse, c'est ça? Bien, ça a été une sorte de deuil que j'ai dû vivre. Et en même temps, je pense qu'au niveau physique, j'étais épuisée. J'étais réellement épuisée. Et c'est là que un jour, j'ai appelé mes parents et puis ils m'ont offert d'aller m'installer chez eux avec mon fils. On est allé s'installer là pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, je me suis laissée dorloter. J'ai dormi beaucoup. J'ai dormi vraiment beaucoup. Et au bout de ces 3 mois-là, j'avais remonté la pente. J'étais redevenue heureuse de vivre. Donc, ça allait bien. Il n'y avait plus de délire non plus? Non, il n'y avait plus de délire. Et est arrivé quand même une autre plure de banane. Qu'est-ce qui est arrivé après coup? J'ai passé, je crois, environ 3 ans à bien fonctionner. Je fonctionnais même tellement bien et j'étais heureuse que à ce moment-là, j'avais une nouvelle psychiatre et puis je lui ai dit, bien, j'aimerais ça arrêter les médicaments. Parce que ça va vraiment bien. J'ai l'impression que je ne pourrais plus jamais m'imaginer à nouveau un tel scénario. Donc, avec son accord, on a diminué de plus en plus les médicaments. Et c'est là qu'au bout de 6 mois, j'ai rechuté à nouveau. Vraiment. Et pourquoi? Parce que c'est une béquille, on se sent dépendant de ça, ou il y a des effets secondaires qui sont difficiles? Ou c'est pourquoi? Moi, je voulais les arrêter à cause des effets secondaires qu'il y avait sur mon poids. C'était principalement la raison pour laquelle je voulais les arrêter. Ah, d'accord. Ça fait pas du poids chez les femmes, je pense. Pas nécessairement. Dans mon cas, ça a été mon expérience. OK. Alors, vous êtes OK, on arrête ça, puis on le fait à deux, en collaboration avec le médecin, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pire à partir du moment où ça devient une autre expérience? Ça change la nature ou c'est encore la même chose? C'était à ce moment-là la suite des autres délires que j'ai vécus. Chaque délire que j'ai vécu était la suite du précédent. Donc, à ce moment-là, j'ai repris un peu l'histoire. C'est comme un film. Oui. C'est-à-dire que là, vous étiez... Au début, c'est le gouvernement qui est omnipotent. Après ça, c'est les anges. À la fin, vous êtes comme responsable de tout. Donc, vous revenez, vous êtes encore responsable du sort de l'univers. Oui. Donc, c'est tout aussi épuisant tout de suite en partant. Il n'y a pas de période de fun là-dedans. On n'a pas eu cette fois-là, non. Zéro, hein? Et donc... C'est paniquant pour les autres? Vous me parlez de votre père qui vous a accueilli chez vous, de votre ami, etc. De voir ça, de vous voir retomber, est-ce que vous paniquez ou... Moi, je paniquais pas. J'avais plutôt l'impression que j'avais passé au moment où j'ai rechuté, j'ai eu l'impression que j'avais passé 3 ans à perdre mon temps, à vivre comme une humaine normale. Parce que dans la nouvelle réalité dans laquelle j'étais, c'était le délire qui primait. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas paniqué, mais je me suis dit, mon Dieu, encore la souffrance. Ah ouais, ça, c'était difficile. Oui. Donc, vous avez eu 4 périodes, disons, musclées là, de délire. Et vous vous retrouvez à l'hôpital à l'issue de la dernière. Pourquoi avoir mis tant de temps avant d'être hospitalisé? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, j'avais Michel, dont vous avez parlé, qui était toujours là pour s'occuper de moi. Il était là avec moi presque 24 heures sur 24. Ce qui fait que j'ai l'impression que mes parents n'ont pas ressenti un besoin de demander une hospitalisation pour moi. Et je pense qu'ils craignaient aussi que je sois stigmatisée. Ils craignaient aussi que je ne reçoive pas des bons soins à l'hôpital. Alors, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été hospitalisée avant.
Et peut-être pour l'estime de soi aussi, parce que vous l'écrivez dans le livre, comme c'est un monde, là, le monde hospitalier. Comment Oui. vous avez trouvé ça, là? Comment j'ai trouvé ça? J'ai trouvé qu'il y a eu des personnes qui ont eu une approche très humaine avec moi et ça, c'est quelque chose que je vais toujours garder en moi toute ma vie. Maintenant, je dirais qu'en général, l'hôpital où j'étais était extrêmement dépourvu de services. Alors, à cause de ça, j'étais devant rien du tout. Et ça veut dire que j'avais pas de service, que ce soit psychologue, ergothérapeute. Donc, vous étiez comme chez vous, couché, mais il y avait quelqu'un qui pouvait être là si vous aviez une crise un peu plus anxieuse. C'est un peu ça, dans le fond. Je me souviens pas d'avoir eu quelqu'un vraiment là pour venir même m'aider. pas. Mais en fait, les gens étaient là pour s'occuper des besoins de base. Ah à ce Laver, moment-là. des choses du genre. Est-ce que, je parlais d'estime de soi, parce que c'est comme parent, moi je comprenais vos parents, parce que tu dis, après ça, comment il va se voir? Est-ce que c'est difficile de dire, hey, là, je suis dans un hôpital psychiatrique, là. Non. Qu'est-ce que ça fait? Non, Ça ne me faisait pas ça, non. Non? J'avais pas, d'abord, premièrement, pendant que j'étais là, j'avais pas l'impression que j'étais, moi, une malade. Ah. Alors, j'avais pas la perception que j'étais en hôpital psychiatrique. Étiez-vous encore en délire? Est-ce que vous pensiez Oui, encore oui, en contact avec l'au-delà? Pendant que j'étais à l'hôpital, Ouais, oui, c'est ça. Alors, j'ai pas vécu ça comme ça. Puis quand j'en suis sortie, je n'ai pas eu du tout de dévalorisation de moi-même parce que je suis passée à l'hôpital, pas du tout. OK. Et est-ce que c'est la période la plus difficile? Dans tout ça, quand vous regardez a posteriori, la période la plus difficile, c'est quoi? C'est quand ça commence ou quand ça finit à ce moment-là? Parce que la dernière crise est quand même très, très intense. On l'a dit, il n'y a plus de fun. Là. C'est vraiment... Au niveau de l'hospitalisation? Oui, vous aviez peur de tout, la peur au maximum tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est la période la plus difficile dans votre vie? Là? Dans ma vie? Ouais. C'était probablement lorsque j'étais dans le délire que je décris dans le livre, c'est-à-dire quand j'avais 33 ans et que je me suis crue responsable de la chute du monde. Et à ce moment-là, c'était vraiment douloureux parce que je croyais vraiment que j'étais la seule personne responsable de la chute de l'univers au complet. Ah oui. Alors, tout ce qui a un problème, une nouvelle ou quoi que ce soit, c'est de votre faute. Oui. D'ailleurs, des idées suicidaires qui s'induisent là, à cause de ça, là. J'ai pas vraiment eu d'idées suicidaires vraiment très fortes, mais j'ai eu souvent envie de partir. C'est ça, c'est suicidaire dans le sens où dans votre délire, il y a l'ascension. Oui. C'est-à-dire que pour aller rejoindre Jésus, on peut y aller par l'ascension. Vous essayez bien fort des fois, mais ça marche pas. Non, c'est ça. Mais des fois, on a l'impression que vous voudriez l'essayer tellement que vous pourriez partir autrement, puis vous le faites pas jamais. Mais vous voulez partir. Ça, on le sent, vous voulez partir. Ça, on fait une pause au retour. Vous allez m'expliquer, parce que ça fait déjà un petit bout de temps, là, quelques années maintenant, m'expliquer comment ça va maintenant, puis comment vous avez réussi à tourner cette page-là dans 3 minutes après là. Avec moi, René Charron, qui a écrit Un jour, j'ai porté le monde, ma traversée de la schizophrénie, c'est chez Québec Amérique. Alors, ça fait une dizaine d'années là, que vous avez été préservé de délire comme ça. Après votre sortie de l'hôpital, avez-vous réussi à amener une vie normale après coup, si vous vous êtes toujours senti en déséquilibre? Non. En fait, dès que je suis sortie de l'hôpital, j'allais déjà très bien. Et depuis que je suis sortie, je dirais que je suis toujours sur une pente vers le haut. Ah ouais? Oui, ça va toujours de mieux en mieux. Et votre fils, à quel âge maintenant? 25 ans. Donc, son rapport avec sa mère, est-ce que ça a eu un effet, tout ça? J'ai l'impression que pour lui, ça a été une difficulté dans son enfance, c'est certain. Mais on a une très belle relation, ça, c'est clair. Est-ce à dire que vous avez accepté de prendre vos médicaments jusqu'à la fin de vos jours? Parce que c'est le danger qui guette les gens qui souffrent de maladie mentale. C'est qu'une fois qu'on a trouvé, ça prend un petit bout de temps même pour trouver les quantités, etc. Et là, maintenant qu'on l'a trouvé, vous ne remettez plus jamais ça en cause? Non, plus jamais maintenant, parce que j'ai essayé 2 fois de les arrêter et puis à chaque fois, j'ai rechuté. Donc, il n'est plus question que j'essaie un nouvel arrêt. Donc, vous avez accepté ce surplus de poids. Donc, vous me parliez tantôt qui était un peu à l'origine de l'abandon de la médication. Oui, exactement. C'est ça. Et comment vous voyez l'avenir maintenant? Est-ce que vous avez peur de rechuter des fois? Est-ce que vous dites tout d'un coup, ça m'arrivera encore? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite, non? Non, parce que
Il y a d'abord les médicaments font un travail pour moi, mais le reste, c'est moi. Je prends soin de moi beaucoup mieux que genre, je prenais soin de moi avant. Puis non, j'ai pas peur de rechuter. Est-ce qu'il y a des souvenirs, parce que vous m'avez parlé de poésie à un moment donné, il y a eu comme un deuil à faire de la période le fun là, dont vous m'avez parlé pendant un an à peu près. Est-ce qu'il y a des souvenirs agréables de ces délires-là qui vous restent Oui, en tête? oui, oui, oui. J'ai des expériences vécues, par exemple, à l'hôpital où je ressentais, je le raconte dans mon livre, beaucoup d'amour en moi et puis un bien-être incroyable. Ça m'est arrivé, ça. Ouais, comme si vous vous sentiez partie prenante de l'univers. Pendant une période où vous sentez comme si l'échec complet de tout ce qu'il y a d'échec dans le monde, c'est votre faute. Mais à un moment donné, il y a cette période-là que vous décrivez. Là, il y a de l'amour et là, c'est comme si vous absorbiez tout l'amour qui existe dans le monde. Oui, oui. Et ça, c'est un souvenir que vous avez encore qui existe. Oui, j'ai souvenir de tout ce que j'ai vécu. Mais j'ai pas envie de retourner, là. Et là, vous témoignez. Est-ce que vous allez faire des conférences? Allez-vous vous impliquer? Vous écrivez un livre? Voulez-vous aider? Parce que les schizophrènes qui parlent, ils sont pas nombreux, là. Hein? J'aimerais beaucoup, oui, aider et contribuer à aider les personnes qui ont souffert et qui souffrent encore de schizophrénie. Oui, parce qu'ils en ont besoin. Vous l'avez dit, c'est un gros mot qui fait peur à bien du monde. Et j'en ai parlé souvent. Ceux qui, maintenant, avec le pot, il y en a qui à cause de prédisposition, fument du pot et puis ça arrive subséquemment. Donc, ça s'appelle « Un jour, j'ai porté le monde, ma traversée de la schizophrénie ». C'est publié chez Québec Amérique. C'est René Charron qui a écrit ce livre, qui se lit très bien d'ailleurs. Merci beaucoup, René. Ça a été vraiment très inspirant de vous avoir. Je suis persuadé que ça va aider des gens à la maison, des gens qui souffrent de schizophrénie ou qui ont de la famille ou qui ont des proches qui souffrent de cette maladie-là. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. Bye.